Perez Hilton sans avocat affronte Blake Lively au tribunal de Las Vegas et il pourrait bien gagner. Salut à tous, ici Antoinette, Miss FBI sous couverture et aujourd'hui on va parler d'un homme qui a longtemps été considéré comme le roi des gossips toxiques avant son évolution positive et un petit peu mieux-veillante, ça se dit mieux-veillante, je ne sais pas, mais qui, ironie du sort, est peut-être en train de devenir le héros juridique le plus improbable de l'affaire It Ends With Us. Oui, on parle bien de Perez Hilton, l'homme au stabilo rose, aux vidéos à rallonge et au surnom douteux, mais souvent adéquat. Vous me l'avez demandé, la vidéo est là. Mais attention, on n'est pas dans un énième drama YouTube où un influenceur pleure dans sa voiture. Non, non, non. Ici, on parle de procédure fédérale, quand même, de liberté de la presse, rien que ça, d'assignation à comparaître, Blake, de Shield Laws, de Rule 45, de juridiction croisée. Je sais, tout ça, ça vous paraît être du charabia, mais je vous assure que je vais tout vous expliquer, donc restez bien jusqu'à la fin. Et on parle surtout d'un combat de titans entre 3 cabinets d'avocats ultra puissants et un homme en veste à fleurs, tout seul, sans avocat. Resitue un petit peu le contexte. Las Vegas, août 2025. La salle d'audience est bondée à craquer. Du côté de Blake Lively, 2 avocates venues de Washington DC, une 3e avocate locale, toutes payées rubis sur l'ongle par le camp Lively Reynolds. Et en face, Perez Hilton, seul, procès, comme on dit, sans avocat, juste lui, sa voix un peu stridente et un classeur rempli de cas qui ont fait jurisprudence. L'objectif de Blake, le faire plier, le forcer à révéler ses sources, lui faire dire noir sur blanc qu'il a été payé ou influencé par le camp Baldoni pour créer ce que Blake appelle une smear campaign, une campagne de salissure de nom. Salissage, salissure, je ne sais plus. Décidément, ce matin, Bernard Pivot n'est pas à mes côtés. L'accusation, plus de 500 contenus négatifs sur Blake Lively. Aucun contact préalable avec ses représentants. Des surnoms comme Litigious Lively, Blackface Blake, Subpoena Serena ou encore Plantation Princess. Et surtout, un angle de couverture systématiquement aligné avec celui de la défense Baldoni. Le sous-texte, Blake veut prouver que Justin Baldoni a missionné des créateurs, y compris Perez Hilton, Perez, c'est mieux, pour salir sa réputation, orchestrer une campagne de harcèlement en ligne et semer le doute sur les accusations de harcèlement sexuel sur le plateau tournage de It Ends With Us. Mais Perez Hilton, lui, dégaine une toute autre lecture de l'histoire. Il ne nie pas son style provoque, il ne nie pas les surnoms qu'il a donnés, mais il martèle encore et encore: je suis pas un troll, je suis un journaliste, et ce que vous demandez viole le premier amendement. Et le plus surprenant, c'est que la loi pourrait bien être de son côté. Blake ou l'art de transformer un procès en cirque médiatique. Ne me remercie pas pour la photo. Blake Lively voulait sans doute que cette affaire reste son grand récit héroïque. Une actrice courageuse se battant contre un réalisateur qui la harcelait sur son lieu de travail, elle et tant d'autres d'ailleurs, en entrant dans le cas précis de Blake, en entrant dans sa caravane avec l'accord de Blake pendant qu'elle était en train de tirer son lait. Mais voilà, son plan parfait est en train de se retourner contre elle, tel un boomerang. Parce que plus elle multiplie les assignations à comparaître, plus elle ressemble à ce qu'on appelle à Hollywood une Karen procédurière. Si vous saviez comme j'exècre ce prénom. Prête à claquer des millions en avocat pour faire taire toute voix qui ne chante pas ses louanges. Mais franchement, quelle mouche l'a piqué quand elle a décidé de s'en prendre à Perez Hilton. Oui, Perez, celui qui fait des vidéos mal cadrées et sans montage élaboré. Le choix de Blake est complètement ridicule. Elle donne à Perez Hilton exactement ce qu'il veut depuis 20 ans, de la visibilité. Dans ses propres vidéos, Perez Hilton ne s'en cache pas. Il lit ses motions devant la caméra comme si c'était un one-man show. Il appelle Blake Subpoena Serena, façon de dire qu'elle balance des assignations à comparaître comme si elle était Serena van der Woodsen. Il remercie même ChatGPT, son Hellwood's Training, référence à Legally Blonde avec Reese Witherspoon. Il remercie ChatGPT pour l'avoir aidé à fignoler ses motions et tous ses articles pour pouvoir se défendre lui-même contre Blake Lively et ses avocates. Résultat, Blake, censé jouer la victime digne, se retrouve à donner une tribune en or à un blogueur qu'elle méprisait. Et pendant qu'elle sort l'artillerie lourde, 3 cabinets d'avocats, des vols transcontinentaux, des honoraires à 6 chiffres, pendant que Perez s'avance en veste à fleurs, sans avocat, et réussit l'exploit. Il attire la sympathie. La preuve, des tonnes de sympathisants avec des pancartes l'accueillent et l'encouragent à son entrée au tribunal. Blake voulait un exemple? Elle obtient un martyr. Elle voulait une victoire juridique? Elle récolte des vidéos virales où Perez hurle:
What, like, it's hard? Devant ses abonnés, réplique culte de Legally Blonde. Et au passage, elle transforme son combat féministe en un bras de fer complètement grotesque contre un papa célibataire qui plaide la liberté de la presse et la liberté d'expression. Pas sûr que ce soit l'image que ses agents de communication rêvaient de coller sur les prochaines couvertures de magazines où figure Blake. David contre Goliath, 3 cabinets contre une veste à fleurs. Imaginez la scène. D'un côté, vous avez Blake Lively, Madame Dior, Madame Chanel, peu importe, Madame Gossip Girl devenue femme d'affaires. Elle arrive en mode cauchemar en robe d'avocate avec 3 cabinets d'élite. Walkie Ford, Boyce Schiller et d'autres cabinets. Des noms qui facturent la minute plus cher qu'une robe Versace. Ils sont 3, ils ont volé depuis Washington DC et New York et ils débarquent à Las Vegas comme si c'était une mission spéciale de la CIA contre Perez Hilton. En face, Perez Hilton. Pas de Brian Friedman, son avocat officiel depuis des années. Pas d'associé prestigieux. Pas de costard 3 pièces. Non, Perez, veste à fleurs, procès, sans avocat. Un homme seul, son classeur de photocopies sous le bras et une énergie qu'on dirait piquée à Elle Woods. Et c'est là que le cynisme s'impose. Blake claque des centaines de milliers de dollars pour faire face à un blogueur qui a appris Rule 45 sur Google. Et je vais vous parler de la Rule 45, la Rule 45. Elle dépense plus en babysitting d'avocat qu'en garde-robe juste pour tenter d'humilier un type qui filme ses vidéos dans sa voiture climatisée ou dans sa chambre pour dire ce que Blake est capable de montrer toute seule. Pour citer l'évidence. Encore une fois, Perez Hilton a clairement une plateforme plus grande que celle de n'importe quel blogueur ou créateur de contenu, mais je vous assure qu'il ne fait que citer l'évidence. Parlons de Rule 45, la règle fédérale qui encadre les assignations à comparaître. En gros, qu'est-ce que ça dit? 3 choses. 1. Le lieu de conformité. On ne peut pas t'obliger à traverser le pays. Une assignation à comparaître doit être exécutée dans les 160 km autour de toi, donc dans un périmètre de 160 km autour de chez toi. Pérez vit à Vegas, donc Vegas, c'est pas New York. 2. Non partie protégée. Écoutez bien. Si vous n'êtes pas partie prenante du procès, la loi dit qu'on doit vous épargner les frais et les galères. Perez Hilton n'a jamais été accusé dans le procès. Il est juste un créateur de contenu. Troisièmement, les privilèges. Si l'assignation demande des informations protégées, sources de journalistes, correspondances confidentielles, etc., le juge doit l'annuler purement et simplement. Donc pour résumer, Rule 45, c'est littéralement ta carte sortez de prison gratuitement quand tu es un non-participant, un non-partie prenant au conflit. Et Perez Hilton, en bon drama king, le brandit comme si c'était la Bible. Et il a raison. Revenons à nos moutons. Le pire dans cette histoire, ce choix stratégique de Blake Lively donne à Perez une crédibilité qu'il n'avait même pas demandé. Chaque fois qu'il se filme en criant David contre Goliath, il a raison. Parce que face à l'image lisse et glacée de Blake, Perez renverse le récit. C'est lui le petit gars qui lutte contre le système. Et quand il détaille avec sa voix aiguë et ses mimiques qu'il aurait déjà dépensé 50 000 dollars s'il avait engagé Brian Friedman, l'avocat qui le suit depuis des années, il devient presque sympathique. Oui, Perez Hilton, l'homme qui surnommait Britney, Bold Britney, au pire moment de sa carrière et de sa vie, il est aujourd'hui en train de jouer la carte de la victime courageuse. Et attention, j'insiste sur le fait qu'à l'époque où il l'appelait Bold Britney, il était jeune, en colère contre la société, en pleine crise d'ado tardive. Et depuis, il a bien changé, il est plus mesuré dans ses propos. Blake, censée être l'héroïne féministe, se retrouve donc dans le rôle de la millionnaire capricieuse qui claque la fortune de Ryan Reynolds pour faire taire un journaliste en veste Zara à fleurs, un vrai clin d'œil à la promo désastreuse de Princesse Plantation. Oui, je réutilise ces termes. Un vrai désastre en termes d'optique. Et ça, Perez l'a parfaitement compris. Dans chacune de ses vidéos, il ne cesse de marteler. 3 cabinets d'avocats, 3, tout ça pour moi, alors que je suis seule à me défendre. Je suis peut-être pas le plus intelligent, mais je suis assez malin pour savoir que la loi est de mon côté. Résultat, Blake n'a pas seulement perdu la bataille de l'opinion publique, elle a offert à Perez Hilton une nouvelle carrière, celle du martyr de la liberté d'expression. La fameuse liberté d'expression dont Ryan se vantait quand il traitait Baldoni de prédateur, je vous rappelle. Audience numéro 1 à Las Vegas. Perez perd, mais pas vraiment. On entre dans les détails. Las Vegas, tribunal fédéral. Comme on le disait, la salle est pleine à craquer. Les 3 avocats de Blake sont là, talons hauts, sa kermesse au poignet. En face, Perez Hilton veste sa fleur, sans avocat. Il a répété son plaidoyer en marchant jusqu'au tribunal comme s'il passait un oral de fac. Et honnêtement, il s'en sort mieux que prévu. Mais voilà. Le juge Richard Boulware, un bon magistrat pragmatique, décide de ne pas trancher sur le fond. Pas de victoire pour Perez Hilton, pas de victoire non plus pour Blake Lively. Le juge botte en touche. Il refuse de tatouer... Le juge botte en touche. Il refuse de statuer sur la motion de Perez Hilton. Il renvoie la patate chaude à New York devant
le juge Lyman. Et là, Perez explose devant la caméra. C'est complètement injuste. Rule 45, c'est clair. Seule la juridiction du Nevada peut décider sur mon assignation à comparaître. Le juge le sait, mais il ne veut pas assumer. C'est un abus, c'est une perte de temps. C'est un Goliath contre un David. Et je vous rappelle qu'il a raison pour 2 des clauses de Rule 45. Si Perez Hilton ne fait pas partie du procès initial, il n'y a pas de raison qu'il soit appelé à comparaître pour le procès en cours. Et de 2, il y a la raison des privilèges. Si l'assignation demande des informations protégées, exemple des sources de journalistes, le juge doit l'annuler, point barre. Sur le papier, Perez perd cette manche, mais en réalité, il vient de remporter un point crucial. Le récit, la narration. Parce qu'en sortant du tribunal, il ne parle pas d'une procédure technique. Il parle de lui, petit journaliste, harcelé par les Reynolds. Il insiste sur les risques concrets, à savoir que s'il est effectivement assigné à comparaître, les adresses vont être dévoilées, des menaces de mort et même un incendie criminel visant la maison de Steve Zarowitz a été tenté. Donc en fait, il montre que Blake et son armée d'avocats jouent salement. Publier les adresses personnelles dans leurs motions, exposer des familles, ignorer les risques, c'est criminel. Et franchement, qu'on soit bien d'accord, dans l'opinion publique, ça s'arrange pas pour Blake, c'est encore plus dévastateur. Elle, qui voulait se poser en victime protégée par la justice, passe pour une millionnaire arrogante qui instrumentalise les tribunaux. Elle ne fait pas taire Perez, elle lui offre une tribune en or. Et surtout, elle sous-estime son adversaire. Perez Hilton, qui pouvait passer pour un clown digital, se transforme petit à petit en l'anti-Blake, la figure de l'anti-Blake. Il est bruyant, il est chaotique, mais surtout il est sincère et ça le rend crédible. Et là, coup de théâtre, le juge Lyman renvoie Blake dans les cordes. Tout le plan de Blake reposait sur une idée simple, sortir Perez Hilton de son terrain en le traînant à New York. Elle misait sur un juge plus safe, à savoir qui lui mange dans la main, plus proche de ses équipes et surtout plus loin de Las Vegas, là où Perez avait toutes ses cartes en main. Mais là, retournement de situation. Le juge Lyman à New York rend sa décision. Pas de juridiction sur Perez Hilton. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire ? Madame Lively, c'est pas à moi de gérer ça, retournez au Nevada. Perez, qui filmait quasiment en temps réel, s'est effondré de joie devant sa caméra. Oh mon Dieu, le juge Lyman vient de décider qu'il n'a pas juridiction sur moi. C'est dingue. What? Like it's hard? Mais clairement, le juge Lyman, on le sait, est toujours du côté de Lively, rarement du côté de Baldoni, donc je m'imaginais qu'il ne serait clairement pas en faveur de Perez Hilton, et pourtant, je me suis plantée, tout comme je pense Perez Hilton s'était planté. C'est un moment presque cinématographique. Perez Hilton, roi déchu des gossips, exilé depuis des années dans son image de bouffon médiatique, qui renaît sous la forme d'un David jubilant face à Blake, Goliath Lively. Le plus ironique, Blake a mobilisé ses avocats les plus chers pour obtenir un rejet net et sec. Et elle offre à Perez une scène digne d'une série Netflix. Lui en larmes de soulagement, ce qu'on peut comprendre, son public en commentaire qui le félicite et l'impression que la justice pour une fois a choisi le camp du petit gars. Évidemment, Perez ne se prive pas de transformer ce verdict en storytelling parfait parce qu'après tout, c'est ça qui nourrit ses enfants et paie son loyer. Dans une de ses vidéos, il surnomme Blake's Pina Serena, puis lit à haute voix son mail envoyé aux avocats de l'actrice. Je lis. Hey cuties! En gros, salut les beaux gosses. J'espère que vous avez bien vu que votre sexy Judge Lyman vient de dire qu'il n'a pas juridiction sur moi. Si vous voulez éviter l'humiliation mardi à Las Vegas, retirez votre assignation à comparaître. XOXO, Perez. On croirait presque un épisode bonus de Gossip Girl, mais en version tribunal fédéral. Et c'est là que la bascule devient claire. Blake, en multipliant les assignations, se donne l'image d'une star procédurière qui veut museler la presse. Perez Hilton, en improvisant son show juridique, se hisse au rang de porte-drapeau improbable du privilège journalistique. Une humiliation pour Blake, un jackpot médiatique pour Perez. Le Perez Hilton Show entre Elle Woods et CNN. Si Blake Lively rêvait d'un procès sobre, discret, digne, elle a choisi le pire adversaire possible. Parce que Perez Hilton ne fait pas que se défendre. Il transforme chaque étape de la procédure en contenu viral. Il ne se contente pas d'entrer dans le tribunal, il arrive en veste à fleurs, téléphone à la main et balance à ses abonnés. It's the big day! 3 avocats contre moi tout seul, mais j'ai confiance. Rule 45 est de mon côté. Après l'audience, le show continue. Il s'effondre devant sa caméra. Il a le souffle court, les mains tremblantes et il annonce « Goliath a gagné, mais pas vraiment, parce que le système est truqué contre les petits, mais je me battrai !» Ça, c'était avant la décision du juge Lyman. Puis, à peine quelques heures plus tard, revirement total quand il apprend que le judge Lyman n'a pas juridiction. Et là, Perez Hilton s'écrie « Oh mon Dieu, le juge Lyman vient de décider qu'il n'a pas juridiction sur moi, c'est dingue !» Bref, on est vraiment dans le Perez Hilton Show, mais qui défend aussi la liberté de la presse.
C'est une performance, un mélange improbable de stand-up, télé-réalité et cours de droit accéléré. Il lit ses émotions à haute voix en temps réel parce qu'il a besoin d'extérioriser tout ceci avec son audience. Il enlève sa veste parce qu'il a trop chaud, comme s'il était dans un vlog lifestyle. Il remercie ChatGPT d'avoir upgradé son Elwood's Training façon Legally Blonde. Il surnomme Blake Subpoena Serena, Blackface Betty, Plantation Princess, chaque fois plus outrancier mais calibré pour faire le buzz. Mais surtout derrière tout ça, il y a un sujet plus profond. Il martèle une idée. Ce que Blake Lively me demande met en danger tous les journalistes aux États-Unis. Aujourd'hui c'est moi, demain ça sera Vox, CNN ou votre blogueur préféré. Franchement, on dirait qu'il a trouvé sa reconversion parfaite, sa nouvelle carrière. Perez Hilton, porte-drapeau de la liberté de la presse. Un rôle improbable, mais qui fonctionne. Parce que Blake, avec son armée d'avocats et son image de star intouchable, lui donne une crédibilité qu'il n'avait pas eue depuis 15 ans. Ah, t'as bien fait de la signer à comparaître, ma grande. C'était la meilleure décision que tu pouvais prendre. Il est là le paradoxe. Plus Blake dépense, plus Perez gagne en visibilité. Plus elle s'acharne, plus il apparaît comme la victime courageuse. Plus elle joue la carte de la dignité, plus il l'écrase dans le registre du grotesque. En voulant l'enterrer, Blake Lively a réinventé Perez Hilton. Et ce revival n'est pas à l'avantage de Blake. Non, non, loin de là. L'argumentaire juridique de Perez. Quand le clown cite Brandsburg versus Hayes. Sous ses airs de youtubeur hystérique, Perez Hilton a en réalité un argumentaire bien rodé. Et c'est là que Blake Lively s'est peut-être trompée et s'est retrouvée piégée. Elle a ouvert la porte à un débat de fond que Perez maîtrise mieux qu'elle ne l'aurait imaginé. Ces grandes lignes sont très simples. Le journalistic privilege, le privilège journalistique. Selon la Nevada Shield Law, les journalistes, y compris les créateurs de contenu, sont protégés de toute obligation de révéler leurs sources. Cette protection est absolue dans le Nevada, pas de nuance, pas de compromis. Perez rappelle même une jurisprudence clé, Toll versus Wilson, en 2019, qui a confirmé que les journalistes numériques ont les mêmes droits que la presse traditionnelle. Il a fait ses recherches, le Perez, avant de débarquer au tribunal. Parlons du privilège fédéral. Au niveau fédéral, ce n'est pas absolu, mais il existe une protection qualifiée. La jurisprudence Brandsburg versus Ice ou encore Gonzalez versus NBC pose 3 conditions pour obliger un journaliste à divulguer ses informations. 1. Que ce soit introuvable ailleurs. 2. Que ce soit essentiel à l'affaire. 3. Que ce soit proportionné aux besoins. Or, Perez souligne que tout ce que Blake demande peut être obtenu directement des Wayfarer Defendants. Vous savez, les Wayfarer Studios, ceux qui entourent Justin Baldoni, ceux qui ont également reçu une assignation à comparaître, eux qui font bien partie du procès et sont déjà contraints par le juge Lyman à produire leurs documents. 3. Le fardeau du non-party. Perez insiste, il n'est pas partie prenante du procès Lively versus Baldoni. Rule number 5 dit que les non-partis doivent être protégés de toute charge disproportionnée. Et dépenser 50 000 $ pour répondre à une assignation à comparaître, traverser le pays pour se défendre, trouver une babysitter en urgence, tout ça, dit-il, c'est une charge mentale et financière disproportionnée et la loi oblige le juge à annuler la demande. Attention, là, Perez Hilton va aborder l'effet qui se coule. En effet, Perez brandit la carte la plus lourde. Si on l'oblige lui à parler, ça sera un précédent catastrophique. Ça veut dire que des sources anonymes ne se confieront plus jamais aux journalistes. Et ça ne touchera pas seulement Perez Hilton, ça va frapper CNN, ABC, The New York Times, The LA Times, bref, toute la presse. Imaginez ce que ça pourrait être, c'est cataclysmique. Perez, qui hier encore titrait Britney Spears is over, se présente désormais comme le dernier rempart à la démocratie américaine. Ainsi, Perez n'est pas seulement un clown qui crie "What, like it's hard" devant sa caméra. Non, non, non. Il aligne un argumentaire qui coche toutes les cases du droit fédéral et de la jurisprudence du Nevada. Et Blake, avec son obsession à vouloir lui arracher des noms, s'expose à une défaite qui ferait très mal à son image, celle de l'actrice qui a tenté de piétiner le premier amendement pour sauver sa réputation. Et le premier amendement, tout comme le 5e amendement aux États-Unis, c'est sacré, on n'y touche pas les gars. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous à Las Vegas, nous y voilà. Après des mois de motions, de transferts, de juridictions, de caméras frontales et de vestes à fleurs, tout se joue à Las Vegas le 2 septembre. Oui, aujourd'hui à 13h30 heure locale au Nevada, donc à 22h30 ou 23h30, je ne sais plus, en France, dans la courtroom 7C, dans la salle d'audience 7C. Blake Lively voulait réduire Perez Hilton au silence, elle l'a transformé en tête d'affiche du procès parallèle. Oui, parce qu'on parle bien d'un procès parallèle qui n'a absolument rien à voir avec l'hostilité sur son milieu de travail. On va en reparler dans une prochaine vidéo. À force de le qualifier de troll, elle a fabriqué un journaliste martyr brandissant le premier amendement comme une pancarte de manif. Mardi, aujourd'hui, le juge Boulware va devoir trancher. Soit il suit le droit du Nevada et quash, annule littéralement l'assignation à comparaître, soit il fait plier Perez Hilton et lui impose de livrer ses sources avec
le risque énorme d'ouvrir une boîte de Pandore juridique qui pourrait refroidir la presse nationale. Et Pérez le sait. C'est pour ça qu'il dramatise et qu'il supplie son public de le soutenir, qu'il appelle les journalistes, les médias et les fans à venir remplir la salle 7C. Parce qu'en fait, ce n'est pas que une affaire de Pérez Hilton. C'est une affaire beaucoup plus globale qui concerne tous les médias mainstream ou les médias digitaux. Il veut pas seulement gagner. Il veut que tout le monde le voit gagner et il veut conserver cette liberté de la presse. Pendant ce temps, Blake a déjà perdu une bataille symbolique, celle de l'image. Wait, elle a encore une image à sauver? Au lieu de paraître la femme forte qui dénonce un système toxique, elle donne l'impression d'être une star procédurière, prête à brûler l'argent du couple pour faire taire un blogueur. Enfin, on se trompe de combat, quoi. À la base, elle a intenté un procès contre Justin Baldoni en l'accusant de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. What the fuck? Enfin, je veux dire, on se mélange les pinceaux. Encore une fois, elle se trompe de combat. Je vous rappelle, combat numéro 1, c'était harcèlement sexuel ou environnement hostile de travail. Combat numéro 2, d'un seul coup, c'était guerre de représailles. Justin Baldoni a tout fait pour salir mon image. Guerre numéro 3, on s'en prend à Perez Hilton et consorts pour qu'ils dévoilent le nom de leurs sources comme s'ils avaient été payés à un quelconque moment par Justin Baldoni et son équipe ou ses équipes pour dire du mal d'elle alors qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est détestée par quasiment la planète entière. Regardez l'interview de Megyn Kelly que je vais vous republier sur les réseaux sociaux, mais regardez son interview où elle dit mais elle est bête au point de ne pas se rendre compte qu'elle s'est forgée son image toute seule et qu'on est capable, nous, êtres humains avec un cerveau, de savoir déchiffrer et de savoir analyser et de se dire qu'elle est complètement stupide. Pas besoin d'être payé par qui que ce soit pour la détester. Donc on est bien d'accord que là, Blake est en train de se battre, non plus contre Justin Baldoni, elle est en train de se battre contre un influenceur, son petit micro, comme le mien, une caméra et une veste à fleurs. Oh, come on! Rendez-vous ce soir ou demain matin ou plus tard, prêt à crier et à hurler le nom de Perez Hilton. Et Blake, elle, risque bien de repartir avec le titre le plus cynique de toute sa carrière, l'actrice qui a perdu contre Perez Hilton. En tout cas, on l'espère, on croise les doigts. Que faut-il retenir de cette longue vidéo? Blake Lively a voulu museler Perez Hilton, résultat, elle lui a offert la scène dont il rêvait depuis des années, voire des décennies. Perez Hilton joue David contre Goliath, 3 cabinets d'avocats, des factures à 6 chiffres, et lui, en simple veste Zara, qui se représente tout seul, brandissant la règle 45 comme si c'était la Bible. Le débat dépasse le peuple. Ce procès pose une vraie question à l'ère des créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'un journaliste et jusqu'où va le premier amendement? L'autre chose à retenir, c'est que Blake a peut-être déjà perdu. Même si elle gagnait sur le papier, l'image qui reste, c'est celle d'une star procédurière, un petit roquet cherchant à étouffer la presse. Et Pérez, lui, sort renforcé, métamorphosé, en martyr de la liberté d'expression. Alors voilà, c'était Miss FBI sous couverture et croyez-moi, je suis au taquet, j'ai trop hâte de savoir parce qu'aujourd'hui on va savoir comment un blogueur au stabilo rose est en train de renverser l'une des actrices les plus puissantes d'Hollywood, en tout cas je l'espère. Blake voulait faire de lui un troll et voulait surtout le faire taire et elle a finalement créé un héros improbable et la prochaine manche se jouera ce soir chez nous, 13h30 là-bas, à Las Vegas, Courtroom 7C. Alors dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt Team Blake ou Team Perez? S'il vous plaît, ne me décevez pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous savez que je serai là, soit ce soir, soit demain, pour décrypter chaque rebondissement. Alors je vous dis à très vite, demain matin ou plus tard, pour le dernier épisode du procès le plus absurde de l'année. Et n'oubliez pas, dans cette saga, parfois, David est en veste à fleurs et il gagne contre Goliath en loup-boutin.